discussion qui peut se faire, c'est avec Montaigne. Montaigne qui est quand même un philosophe assez particulier, parce que lui il écrit des essais, parce que justement il a compris que la philosophie, elle veut poser des questions, elle s'interroge, elle veut dans l'Antiquité répondre à la question qui tourne, qu'est-ce que l'être, d'où venons-nous? Et puis à un moment donné, la religion révélée répond, ben, nous venons d'un créateur qui a engendré la totalité. Donc c'est un rapport à Dieu après qui s'instaure. Alors quel est le poids de la foi? Où doit être ma raison? Comment concilier foi et raison? Vous voyez, ce sont toutes ces choses après qui sont mises en œuvre par la philosophie. Quand on arrive à Montaigne, c'est pas le problème. Montaigne lui se dit, il faut essayer de peindre l'homme. Parce que finalement, la rencontre avec Dieu, on peut y penser, mais tant que ça ne nous arrive pas, on n'est pas dans la certitude. Donc Montaigne, c'est le sceptique. Il suspend son jugement, et comme il suspend son jugement, ben, à l'esprit, il se dit, bon, ben, il va falloir vivre en tant qu'homme. Et là, il n'essaye pas de dresser le portrait d'un homme qui serait extraordinaire, toujours héroïque dans ses actions. Il montre justement l'homme dans toutes ses faiblesses, toutes ses failles. Alors il montre qu'on a beau posséder beaucoup de choses, finalement, comme il dit, quand on va faire ce que nous avons à faire, eh bien, on est tous assis sur notre cul. Il écrit comme ça. Hein. Il explique que les hommes, finalement, ne sont pas plus rois que d'autres dans les situations de misère physique, la maladie. On est des hommes, voilà, vous pouvez être, je ne sais pas moi, un officier gradé, vous pouvez être un homme de loi, vous pouvez être un roi. Si vous tombez malade, ben vous êtes comme le cerf qui tombe malade, à la différence que peut-être si vous avez un peu plus de moyens pour vous soigner, ce sera plus confortable. Mais le corps face à la maladie, il est le même, quoi. Il est tout aussi démuni. Face à la mort, d'autant plus. Alors on sait qu'il souffrait normalement de la maladie de la pierre, il était parti avec des amis à lui, ils étaient partis à cheval, et lui il avait trouvé, comme il souffrait beaucoup, il avait trouvé le pied, il disait comme ça, mais écoutez, levez-vous, préparez-vous mes amis, quand vous serez prêts, vous me faites signe, comme ça on partira. Et il disait qu'ils étaient gourmands le matin, c'était une manière de dire en réalité que lui, il n'avait pas le temps pour la gourmandise, parce qu'il souffrait, le temps qu'il mette en route sa propre machine, et bien les autres avaient eu le temps de manger, de profiter tranquillement, de dormir un peu le matin, etc., pour qu'enfin Montaigne soit prêt. C'est pour ça qu'il disait qu'il veut aller loin, ménage sa monture. C'est-à-dire que la monture, tout le monde pensait que c'était son cheval, mais pas seulement, c'était aussi lui, parce que s'il voulait aller loin, ben, il fallait qu'il prenne soin de ce corps qui le mène un peu partout. C'est très moderne ça, parce que le corps véhicule de mon être au monde, après c'est Merleau-Ponty. C'est moderne cette façon de dire, il faut prendre soin du corps, parce que sinon la pensée n'ira pas bien loin. Là on est au XVIe siècle seulement, hein, donc c'est quand même assez intéressant. Après on a un philosophe qui est plus connu, parce que c'est quand même le philosophe cartésien français, on passe les frontières avec notre ami Descartes, donc c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Mais bon, il faut savoir que dès l'enfance, il a été nourri aux lettres. C'est le philosophe qui était de santé fragile. D'ailleurs, il a perdu sa mère très tôt, lui-même était en fâcheuse posture, les médecins disaient que c'était un enfant qui ne vivrait pas. Donc le père était quand même assez inquiet pour le fils. Et puis finalement, il s'en sort, notre petit Descartes. Il grandit, il arrive à suivre des enseignements. Mais par contre, les professeurs, entre guillemets, viennent à son lit et lui racontent le monde. Et on comprend que Descartes, c'est le philosophe qui va être désarçonné par les contradictions. Un maître qui va lui dire, ben voilà, le monde est fini, limité, c'est une grande machine, des mondes de la place, d'accord. Après ça, on lui dit, mais non, on vient de voir la vie, la théorie de l'emboîtement des germes avec le microscope. Et là, on se dit, mais extraordinaire, alors ça grouille, oui, ça grouille. Ah donc, ce n'est plus la configuration que l'on imaginait avant. Ben non, c'est pas une machine, c'est du vivant. Vous voyez? Et petit à petit, il se rend compte que les choses sont tellement contradictoires qu'elles ne sont pas compatibles. Du coup, il se dit, mais il va falloir que j'aille voir dans le grand livre du monde, que je comprenne un peu mieux ce qui se passe, que je vérifie par moi-même, parce que je ne peux pas vivre sur des contradictions. C'est comme ça qu'il dit à son père un jour, moi j'aimerais intégrer l'armée. Alors le père se dit, mais c'est pas possible, mon fils qui est de santé fragile, qui n'est jamais sorti de sa chambre, qui a toujours eu des horaires aménagés, des traitements de faveur, entre guillemets, va se retrouver d'un coup à monter à cheval, à aller guerroyer, enfin, c'était insoutenable pour le père. Mais non, le fils fait son école, il apprend à tirer, il apprend à se battre à l'épée, etc. Il intègre les troupes de l'assaut, il traverse l'Europe, enfin, en forme notre Descartes. Alors, en forme, il faut toujours tout relativiser. Il refuse de participer au corvée. Corvée pour lui, il s'en dispense de lui-même. Il refuse de se battre, parce qu'il dit, bon, un philosophe ne se bat pas, puis il n'a pas les idées pour ça. Les seules fois où il se bat, c'est dans les tavernes à la sortie, il se bat comment dire, à l'épée pour défendre l'honneur d'une dame, dit-il. Voilà.
Et il est content généralement de récupérer sur l'ennemi quelque chose qu'il peut montrer après en trophée. Un doublon espagnol, comme ça, une taverne s'était battue contre un Espagnol parce qu'il avait déshonoré une dame, soi-disant. Et donc il récupère un doublon et après il avait montré à tout le monde en disant, voyez, je n'ai jamais eu de solde de militaire, mais j'ai quand même cette pièce pour montrer que j'ai été l'illustre des cartes qui a défendu l'honneur d'une dame. Vous voyez l'histoire. Donc voilà. Et il se retrouve, donc, comme je le disais, avec des troupes de Nassau et notamment à Neubourg. Et à Neubourg, ben, bien entendu, il fait froid, tempête de neige. L'un des cartes se dit, oh, ça va être compliqué pour moi. Et il abandonne un peu tout le monde et il se réfugie dans un poêle. Et en se réfugiant dans un poêle, dans une petite chambre, une pièce où il y a un poêle pour se chauffer, une petite table, etc. Là, il aura en songe l'ensemble de sa philosophie. Il va avoir une sorte de vision comme ça, prémonitoire de sa philosophie. Et il restera en gros enfermé 36 heures, et au bout des 36 heures, il aura écrit le discours de la méthode, ce qui est absolument extraordinaire, parce que là, il pose toute sa philosophie qui consiste à dire il faut douter des choses. Ben, on a bien compris, si les choses sont contradictoires, quelle est la vraie, quelle est la fausse, on ne sait pas, eh ben, on va douter de tout. Ensuite, on fait une table rase, tabula rasa. Si on enlève tout, eh ben, il ne reste plus rien. Mais à partir de ce moment-là, il va falloir quand même trouver une certitude, parce que s'il ne reste plus rien, si mes connaissances ne sont pas sûres, si je n'existe pas, si ce corps n'existe pas, si rien n'existe, c'est extrêmement compliqué. Donc il va falloir à un moment donné entendre en quelque sorte ce quelque chose qui pense à travers moi, ce je pense, il dit un cogito, je pense donc je suis quoi? Ben, j'en ai déjà parlé ici à la médiathèque, je suis une substance pensante. Alors là on voit déjà une espèce de grosse matière grise, un peu flasque, tout ce que vous voulez, une substance pensante, une âme, anima, donc animation du corps, et une âme bien sûr qui pense à Dieu. Dieu comme idée innée, déposée par Dieu lui-même, dans l'esprit fini et limité de l'homme. Donc, si je pense à Dieu et que Dieu est le créateur, Dieu a nécessairement créé le corps qui est le mien, dans lequel mon âme est posée, et ça y est, l'homme, le monde, Dieu, la triangulaire est réussie. Voilà la pensée de Descartes. Elle naît finalement d'un doute. Mais ce n'est pas le doute sceptique à la Montaigne, c'est-à-dire un doute qui nous mène en quelque sorte nulle part du point de vue de la démonstration, puisqu'on suspend son jugement, mais qui nous mène à la connaissance de soi, l'homme dans ses failles, l'homme héroïque parfois, l'homme médiocre au moment où il aimerait être fort, et puis d'un autre côté, ben, on comprend bien qu'il y a cet homme qui remet en question ses connaissances, et en remettant en question ses connaissances, c'est Descartes, on va arriver à un jeu qui pense, qui va essayer de démontrer ce qu'il pense, pour arriver à des vérités indubitables, parce que lui justement, il veut bâtir un savoir. Donc là, on est dans une connaissance hyperbolique, comme on dit, un doute hyperbolique, c'est-à-dire qui nous permet de construire ensuite, à partir d'une certitude immédiate, eh bien, tout un ensemble de connaissances, et de reconstruire, si vous voulez, une philosophie du système.